Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée de la semaine sur la conduite responsable en recherche sous le grand thème La science dont vous êtes le héros. On s'inspire des livres de notre jeunesse, les livres dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, c'est la science dont vous êtes le héros. Mon nom est Serge Bonin, c'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, au menu, on a plusieurs invités, beaucoup de contenu. Vous serez là, vous pourrez poser vos questions. Il y aura une méthode pour le faire. Hier, c'était les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation avec M. New et M. Clich. Donc, si vous l'avez manqué, ce sera en rediffusion. D'ailleurs, tous les webinaires sont enregistrés et seront disponibles sur le site de la Semaine de la conduite responsable en recherche au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, like ma recherche, recrutement ciblé avec les médias sociaux. Je vous rappelle aussi qu'il y a des balados qui étaient en préparation de la semaine, qui sont aussi disponibles sur le site. Alors, vous pourrez les réécouter, quelques-uns de nos invités qui sont passés par là, ainsi que les organisateurs. Donc, toujours très intéressant de s'abreuver de toutes ces réflexions, n'est-ce pas, sur l'éthique. Alors, aujourd'hui, on a 2 heures à passer ensemble. Il y aura seulement les caméras et les micros de nos invités qui vont rester ouverts. Vous pouvez poser vos questions grâce à l'onglet Q&R. Donc, si votre Zoom est anglophone, évidemment, c'est Q&A. Il y a une équipe qui regroupe les questions pour les transmettre, pour éviter les redondances avec ce qui a déjà été dit ou les questions qui se recoupent. Alors aujourd'hui, recruter des volontaires pour une recherche, c'est une mission qui n'est pas toujours simple, évidemment, mais c'est essentiel. On doit aller chercher les gens là où ils se trouvent, mais sur les réseaux sociaux, le défi reste bien sûr complexe. On peut toujours utiliser les meilleures techniques de marketing, mais il y a aussi des enjeux délicats. Il n'existe pas de code d'éthique officiel. On doit se montrer exemplaire à la fois pour la crédibilité de sa recherche, mais aussi pour l'image de l'institution. Et apprendre de l'expérience des autres, c'est toujours un passage qui est important pour mieux réussir. Alors ce matin, dans la première partie, vous aurez à votre disposition 3 présentations jusqu'à environ 10h55. Chacune aura environ 15 minutes. Et dans cette première partie, on va parler de... En fait, on ne peut pas improviser le recrutement avec les médias sociaux si on le veut responsable. Il faut considérer plusieurs enjeux. Alors, voici ceux qui se dégagent des apprentissages que nos invités ont tirés de leur expérience terrain. En premier lieu, Geneviève Roch, professeure à la Faculté des sciences infirmières et active en recherche, décrira les enjeux scientifiques qu'elle a rencontrés dans le cadre de ses projets. Ensuite, il y aura Laura Dessureau, conseillère en marketing numérique, qui démontrera l'importance du choix des tactiques pouvant favoriser le succès d'une telle méthode de recrutement. Et enfin, Sylvain Auclair, président du comité d'éthique de la recherche de l'Institut de réadaptation à déficience physique de Québec, va aborder les enjeux éthiques qui interpellent les membres des comités d'éthique lorsqu'ils examinent un projet faisant appel au recrutement par l'entremise des médias sociaux. Donc, vous voyez qu'il y a un beau menu dans ce premier 45 minutes à peu près de présentation. Et ensuite, on fera une petite pause. Il y aura une autre présentation et ce sera la période de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long à noter vos questions par écrit. Vous pouvez déjà les écrire dans la section questions et réponses et les gens pourront les acheminer, les préparer pour qu'on soit prêt pour la deuxième partie. Alors, au fur et à mesure, ne vous gênez pas. Donc, première présentation, Geneviève Roch, je vous cède la parole. Vous pouvez activer votre partage d'écran pour qu'on puisse voir votre présentation. Et merci infiniment d'être avec nous. Merci Geneviève. Bonjour à tous et à toutes. C'est en effet un plaisir d'être avec vous tous pour vous partager en fait ce qui a été pensé, échangé et ce qui pourra, nous l'espérons, alimenter les meilleures pratiques en matière de recrutement avec les médias sociaux. Donc, pour ma part, je vais mettre la table avec les enjeux et tactiques dans le contexte scientifique. Donc, étant, comme on l'indiquait moi-même, chercheur, j'ai eu à faire appel aux médias sociaux, et ce, bien avant le contexte de la pandémie, dois-je admettre, pour recruter, mais ça n'a pas été si simple que ça. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, à vouloir partager avec vous. Alors, petite mise en contexte général, évidemment, en contexte de recherche, on doit viser les modalités de recrutement qui sont les plus responsables, les plus éthiques, mais aussi les plus efficientes.
Hein, on est toujours pris dans des délais. On prévoit des échéanciers pour recruter. On a aussi des budgets limités pour recruter et le recrutement des participants puis la collecte de données pour les études à grande échelle, que ce soit aussi à petite échelle, mais souvent à grande échelle quand on a besoin d'un nombre important de participants, vont nécessiter, vous le savez, une planification énorme, des équipes de recherche, souvent plusieurs sites, parfois même des années d'efforts. Donc, on ne veut pas rater notre recrutement et on est toujours à la recherche des meilleures modalités pour le faire. Dans mes expériences, en fait, on s'est confronté dans le cadre d'une étude de cohorte notamment à des difficultés de recrutement. Puis je dois admettre que j'ai été une personne très réticente à avoir recours aux médias sociaux. Et c'est en fait, j'ai le privilège de travailler avec des approches de recherche collaborative dans lesquelles on a différents partenaires, des cliniciens, des gestionnaires, des décideurs, mais aussi des parents partenaires. Et après un certain temps, les parents partenaires ont vraiment insisté pour dire non, non, allez chercher les participants là où ils sont. Et le là où ils sont, pour eux, c'était clair que c'était sur Facebook, qui offre en fait des moyens innovants de cibler, d'atteindre les participants. Puis, il faut dire qu'on était déjà dans une collecte de données avec questionnaire numérique en ligne. Par ailleurs, ma préoccupation, c'était aussi d'assurer la rigueur scientifique puis l'adéquation avec les bonnes pratiques de communication et d'éthique. Et c'est là qu'est arrivé le défi. Défi qui était d'autant plus complexe à relever pour, comme je vous l'indiquais, une chercheure qui, bien qu'étudiant les technologies depuis plusieurs années et ayant un talent tout particulier pour les faire planter, j'avais ni compte Facebook, ni compte Twitter, ni compte LinkedIn. Alors, ça m'a amené, curiosité oblige, à m'informer. Et c'était plus de 6 mois avant la COVID que finalement, je me suis décidée à relever ce défi. Pourquoi? Pourquoi, avant même la COVID, l'usage du recrutement par médias sociaux est imposé pour moi et les membres de mon équipe? Bien, parce qu'après 50 semaines de recrutement avec les moyens conventionnels, c'est-à-dire en salle d'attente ou via les professionnels de la santé, c'était encore au ralenti. Donc, on n'atteignait pas nos cibles pour les tailles échantillonnales poursuivies. Alors, j'ai compris une différence importante. Pour moi, quand on me parlait de recrutement avec médias sociaux, ce à quoi je pensais, c'était en sciences sociales, les techniques qu'on utilisait de recrutement par partage Facebook. Donc, lorsqu'on utilise une annonce partagée selon le réseau, mais évidemment, moi, ça m'occasionnait des billets de recrutement à cause de mes autres modalités de collecte. Et c'est là que j'ai découvert la publicité par médias sociaux en m'assoyant avec des experts puis qui m'ont expliqué non, 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 c'est pas la même chose. La publicité sur les médias sociaux, ça va te permettre d'appliquer des filtres afin de cibler des participants potentiels en fonction de différents critères. Un petit peu quand vous faites une publicité dans un journal ou autre, bien, vous allez choisir le journal selon le lectorat. Donc, c'est un petit peu le même principe, à la différence que ça a un niveau de précision puis une rentabilité qui est différente. Et c'est ce qu'on va vous expliquer un peu aujourd'hui. Puis, parce qu'évidemment, on peut définir des critères d'annonce qui se rapprochent beaucoup des critères de recrutement de nos études. Puis, c'est là que j'ai décidé de passer à l'action, puis de m'informer afin de réunir les expertises requises, moi qui n'avais encore aucun compte Facebook. Et c'est aussi comme ça qu'en moins de 10 semaines, on a recruté 18 de notre échantillon total et on a fait passer notre coût de recrutement de 150 environ par participant à moins de 5 Alors, c'est ce qui m'a convaincu et c'est ce qui m'a convaincu aussi d'approfondir les différents aspects requis. Avant de passer à l'action, un chercheur, ça a besoin de se convaincre avec des articles scientifiques. Fait que pour nous, l'article scientifique qui a été le point de départ, c'était un article de Van Gelder qui, en fait, faisait la comparaison de différents moyens de recrutement pour des études de cohorte auprès de femmes enceintes. Puis, ça a été l'élément déclencheur pour dire, OK, là, je comprends mieux de quoi il est question. Et après, je me suis dit, ouais, mais j'ai aussi besoin de bonnes pratiques en matière d'éthique
Donc, l'usage des médias sociaux comme instrument de recherche, il y a des issues, des considérations et des recommandations éthiques à considérer. Et l'autre élément, au niveau de opérationnellement, comment qu'on fonctionne, bien ça, c'était des expertises en médias sociaux. Puis, en l'absence de guidelines et de bonnes pratiques adaptées au contexte québécois, j'ai eu droit par ailleurs à une excellente collaboration des comités d'éthique et de la recherche, donc notamment du CIUS de Chaudière-Appalaches et les comités CIUS de Capitale-Nationale, CHU de Québec, qui ont permis de travailler ensemble au développement, en fait, de cette manière de faire et la mise en contact avec une experte communication média. Alors, ces articles-là, pour ceux qui veulent en savoir plus, pourront vous donner des éléments de départ. Je vous résume les considérations scientifiques. Donc, d'un point de vue scientifique, la première chose qu'on doit questionner, c'est quelles sont les modalités de recrutement pertinentes au design de la recherche. Si vous aviez un sondage anonyme, ce n'est pas la même chose que si vous avez à faire une étude de cohorte où vous voudrez aussi non seulement recruter, mais assurer la rétention, voire même le suivi des participants. Donc, à ce moment-là, on doit penser les méthodes de recrutement par médias sociaux en fonction des caractéristiques de chacun de nos designs. Évidemment, lorsqu'on a déjà des études où on a des questionnaires numériques, ça a une facilitation supplémentaire d'utiliser des médias sociaux qui sont aussi de nature numérique. Mais on pourrait penser utiliser les médias sociaux pour démocratiser le recrutement puis inviter des participants potentiels à participer à n'importe quelle étude ou à se rendre à un endroit pour un prélèvement ou autre. Donc, en soi, première considération scientifique, le design de recherche pour bien adapter la nature puis le déroulement de recrutement par médias sociaux. Puis ensuite, dans le déroulement, l'idéal, c'est de créer un site web dédié. Pourquoi? Parce que ça va nous donner aussi différentes indications de Google Analytics, etc. Ça nous permet de créer des sites sécurisés pour amener le participant potentiel, parfois même d'intégrer des questionnaires qui vont faire la sélection selon les critères. C'est une avenue qui est intéressante, mais qui a ses limites aussi. Il va falloir penser aux robots qui pourraient répondre à la place, donc s'assurer à ce moment-là qu'il y a un contrôle de l'humain. Puis, le choix de la page Facebook. Ça aussi, ça va être important pour amener la crédibilité de l'étude, mais aussi maximiser la visibilité. L'utilisation de stratégies de recrutement variées, notamment les types de publicité, mais aussi les créatifs, donc user de plusieurs créatifs. Laura pourra revenir sur ces éléments-là. Intégrer au questionnaire numérique, encore une fois, c'est selon le design, mais si vous avez un questionnaire numérique, c'est un atout supplémentaire. Ensuite, on a la question de maximiser tous les paramètres. Quand on a des questionnaires numériques, notamment, on est capable d'estimer la durée, donc on est capable de donner les meilleures informations. Pensez le dédommagement. Là, vous allez avoir, si vous faites recours aux médias sociaux, par exemple, si vous utilisez, dans notre étude, c'était déjà prévu comme ça, on avait l'option de tirage, on avait une compensation individuelle, fait que c'est des éléments que vous pourrez mettre en relief et c'est des éléments que vous pouvez aussi adapter à l'investissement requis par le participant. Puis, les messages à envoyer aux participants. Donc, c'est la question de trouver le bon message pour attirer, parce que vous comprendrez que lorsqu'on est dans le monde des médias sociaux, il y a énormément de stimulants. Donc, il faut attirer l'attention, mais de notre côté, il faut toujours rester dans les limites du scientifique, de la conformité et des meilleures recommandations niveau communication et visibilité. Assurer la sécurité des données. C'est un élément qui est de plus en plus important. On l'a découvert, la plupart d'entre nous, avec les questions de télétravail. Donc, il faut penser la sécurité des données, évidemment, lors de la collecte, comme on le pense habituellement. Donc, si on utilise, par exemple, le Google Spreadsheet qui nous permet d'utiliser Facebook pour nous retourner les coordonnées, il faut savoir que c'est
pas crypté, mais claviardé pour Facebook, puis en soi que nous, on le reçoit, puis en assurer la description. Savoir aussi que, dans le fond, sur toutes les gens qui se seront montés intéressés, il y en a une proportion qui vont participer seulement à l'étude. Le transfert, si on a l'opportunité d'avoir un questionnaire qui fait sa sélection des participants dans un site web alternatif, donc on lit le recrutement Facebook, il faut aussi s'assurer qu'on n'a pas de perte de participants lors des transferts d'un lien à l'autre, puis la sécurité au niveau de la conservation des données aussi. Les risques de biais. Les risques de biais, en fait, sont sensiblement équivalents aux autres modalités de recrutement. À travers l'expérience que je vais vous partager, puis que je vous partage déjà, c'est ce qu'on a découvert. On avait d'autres modalités de recrutement. C'est ce que j'ai découvert aussi à travers différents écrits. En fait, contrairement aux idées reçues, les participants recrutés via Internet sont même souvent plus diversifiés au niveau démographique, puis sont motivés à donner des données, à offrir des données tout aussi valables que si on les avait recrutés dans d'autres lieux. En d'autres termes, les participants aux études sur le web ne semblent pas vraiment différer des participants recrutés par les moyens traditionnels, ce qui est un avantage. Par ailleurs, on peut maintenir le contact en leur offrant la possibilité de nous contacter par courriel ou directement par téléphone, donc pas l'obligation de passer par les liens électroniques. Ça réduit aussi la pression de participation, hein, à la différence de quand c'est le professionnel qui nous recrute, il faut qu'on ait le bon professionnel pour être recruté. On peut être tenté de participer pour faire plaisir, puis ça démocratise aussi pour que les gens puissent décider par eux-mêmes de participer à certaines études. Les tactiques, porter une attention dans le cas de notre étude, qui était une étude de cohorte, on a porté une attention particulière aux fonctionnalités numériques. Donc, on n'avait ni le temps ni l'argent dans notre cas pour créer un site web parce que c'était en cours d'étude qu'on l'a introduit. Puis aussi, notre étude a précédé l'introduction de logiciels comme RedCap ou Qualtrics, leur disponibilité pour les études avec les humains. Alors, on avait plutôt un questionnaire numérique de type Lime Survey. Alors, on a dû connecter ça, puis on fonctionnait déjà avec des macros Excel semi-automatisés. On a été sujet, en fait, aussi à toutes les pannes. Il faut savoir que si vous utilisez des questionnaires numériques, vous devez avoir ça en tête. Donc, ça peut ralentir les réponses ou les liens, si ça, encore une fois, la question de perdre des sujets. Donc, pensez tous les éléments des fonctionnalités numériques, puis d'avoir le soutien pour y répondre rapidement. L'équivalence avec les autres modalités en cours, c'est un petit peu ce que je vous mentionnais. Dans notre cas, l'absence de site web ou de fonctionnalités permettant de mieux contrôler l'humain, donc on veut s'assurer que ce sont des humains qui répondent évidemment au questionnaire, ça fait en sorte qu'on a fonctionné avec ce qu'on appelle un Excel spreadsheet qui nous envoyait les coordonnées des participants avec lesquels communiquer, en fait des participants potentiels, des personnes intéressées. Puis, comme je vous l'indiquais, les personnes peuvent aussi nous joindre par courriel ou par téléphone, ce qui offre plusieurs alternatives à la personne intéressée pour participer. Critères de personnalisation du recrutement, on a aussi pris le soin de vérifier les critères en maximisant les contacts, en voulant aussi assurer la rétention, mais aussi l'identité distincte des participants. Parce que dans notre cas, on ne voulait pas qu'une même personne réponde plusieurs fois au questionnaire. Puis, il faut savoir aussi que avec Facebook, dans notre cas, on est passé d'un recrutement potentiel, c'est-à-dire d'environ 20 à 40 personnes intéressées par semaine avec les 3 autres modalités de recrutement qui étaient déjà en cours, à 40 à 60 par jour, incluant les fins de semaine. Donc, on ne s'attendait pas, on nous avait dit que c'était efficace, mais on ne s'attendait pas à un tel volume de personnes intéressées. Puis, ça nous a amené à mettre en place, on avait déjà plusieurs cahiers de procédure. Évidemment, là, on fonctionne avec des cahiers de procédure approuvés par l'éthique, les scripts, les courriels, etc. Donc, on a dû créer des procédures de réponse courriel rapide, des procédures de courriel pour dire de non-admissibilité, etc., qui n'étaient pas disponibles parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Aussi, créer des nouvelles macros pour automatiser les actions de suivi que nécessitait l'intensité du recrutement, donc l'accélération du recrutement, et aussi anticiper les trolls. Là, je ne sais pas si j'écris bien le troll, mais en tant que tel, c'est les personnes qui peuvent se retrouver sur votre fil, puis partager des idées. Donc là, il y a toute une question de netiquette sur comment répondre à ces trolls.
les normes aussi et la flexibilité éthique. Donc, pour travailler avec les comités d'éthique, il faut s'assurer que la stratégie de recrutement proposée respecte toutes les normes éthiques pertinentes, notamment que le recrutement n'implique pas de tromperie ou de fabrication d'identité en ligne. Donc, on l'avait avec la personnalisation, que les modalités de recherche sont représentées avec précision sur l'ouverture recrutement. Puis, on avait même la possibilité, vu qu'on avait toujours un contact avec les participants avant de répondre aux questions en personne. Puis Il que vous le reste 2 minutes. Ah, merci. Puis que le recrutement proposé n'implique pas de membres de l'équipe de recherche, puis qu'il n'y avait pas de contact susceptible d'embarrasser ou de stigmatiser les participants potentiels. C'est tous des éléments à tenir en compte dans les tactiques vécues. Je termine avec les enjeux qui demeurent, puis qui sont encore à relever, puis qui expliquent un petit peu l'atelier qu'on vous offre aujourd'hui. Parmi les enjeux, notons les mythes puis les multiples incompréhensions. Des mythes sur l'utilisation des médias sociaux, que ce soit sur les caractéristiques des utilisateurs, les fonctionnalités des médias quant à la vie privée, les incompréhensions des approches de recrutement, dont la distinction que je faisais entre le partage et la publicité par médias sociaux. La disponibilité de lignes directrices adaptées à nos contextes de recrutement québécois, canadiens, à nos normes, à nos modes, donc nos modes opératoires normalisés dans nos établissements de santé sont des enjeux à relever. La planification et l'agilité, autant scientifique qu'éthique que ça exige. Évidemment, planifier, c'est la clé à la réussite, mais quand on ne s'attend pas à un tel recrutement, ben, on peut être pris de court puis construire l'avion en vol. Puis les ressources numériques et les expertises médias. Donc, on a de plus en plus recours à des ressources numériques, on parle de big data, etc. Donc, c'est des défis aussi de sécurité à considérer, mais à ça s'ajoute le manque d'expertise média en médias sociaux, qui est une branche spécifique, qui est un service inexistant dans la majorité des universités, des centres de recherche ou même des grandes compagnies médias pour accompagner la recherche et l'éthique à moindre coût. Alors, c'est aussi dans les stratégies de réussite d'un recrutement ciblé par médias sociaux, ce qui me permet de laisser parole à notre prochaine collègue. Merci. Merci infiniment Geneviève Roch pour cette présentation de la Faculté des sciences infirmières qui est professeur et chercheur. Donc, ça vous a permis un peu de voir sur le terrain comment on s'y prend et qu'il y a des publicités ciblées, il y a des gens qui connaissent ça, donc il faut essayer de trouver ces bonnes personnes-là. C'est des bons défis, développer cette expertise. Laura Dessureau, la parole est à vous, conseillère en marketing numérique. Super. Donc, merci beaucoup Geneviève et Serge pour l'introduction. Oui, Laura Dessureau, donc conseillère en marketing numérique. Donc, ça fait environ 5 ans là, que j'œuvre dans cette industrie-là. Donc, c'est certain que bon, tout ce qui est trait à la recherche, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Par contre, tout ce qui est publicité payante en ligne, c'est vraiment ce que je fais au jour le jour. Donc, de travailler en collaboration avec Geneviève sur ce projet-là, ça a vraiment permis de, je pense, une très belle collaboration puis un beau mix d'expertise qui a donné des résultats très pertinents au niveau du recrutement des participants. Donc, j'aimerais commencer par rebondir, en fait, sur un premier point. Donc, Geneviève disait, en fait, c'est important d'essayer de rejoindre les gens là où ils sont. Donc, puis Geneviève avait beaucoup de questionnements dès le début, elle l'a mentionné là, sur la pertinence d'utiliser les réseaux sociaux, comme elle-même disait qu'elle n'était pas présente. Donc, c'est sûr que quand on regarde, en fait, là, sur un sondage qui a été fait par le CIFRIO en 2018 sur l'usage des médias sociaux au Québec, on voit en fait que 70% des adultes québécois disent utiliser Facebook dans leur quotidien pour leur interaction personnelle. Donc, ça vient vraiment en fait renforcer l'idée que c'est vraiment un média qui est très approprié en fait pour venir rejoindre une très grande partie de la population, puis qui va, comme on veut le voir dans la présentation, permettre énormément de critères de ciblage qui vont permettre de vraiment rejoindre un public cible très spécifique. Donc, quand on veut se lancer dans un tel projet, évidemment, il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, j'ai voulu étaler un peu le déroulement d'une campagne comme on l'a mis en place pour l'étude ici dans ce cas-ci avec Geneviève. Donc, la première étape, évidemment, ça va être le choix de la page Facebook qui va publier l'annonce. Donc, évidemment, la publicité va toujours être associée à une page Facebook et le choix de cette page-là qui va publier l'annonce, en fait, ne doit pas être laissé au hasard parce que c'est quand même le nom de cette institution-là qui va être mis au grand jour sur les réseaux sociaux. Donc, un peu plus tard, dans la deuxième partie, il y a Anne qui va revenir sur ce sujet-là de comment bien choisir, en fait, la page qui va publier l'annonce.
Le deuxième élément à considérer, ça va être là où on va décider de rediriger les participants une fois qu'ils ont cliqué sur l'annonce. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, c'est sûr que l'option la plus simple, ça va être de rediriger les gens vers un site web où, comme Geneviève l'a mentionné, il y aura un formulaire à remplir. Il y a aussi une autre façon de procéder, en fait, qui va être de rediriger les gens directement vers un formulaire Facebook. Puis nous, c'est l'option qu'on a choisie par souci de temps, parce qu'il n'y avait pas nécessairement les ressources pour développer un site web ou une page spécifique à ce besoin-là. Donc, on y a été avec un formulaire, en fait, qui s'ouvre directement sur Facebook. Donc, les gens n'ont pas besoin de sortir de l'application. Puis, une fois que les gens remplissent le formulaire, l'information est transférée, comme l'a mentionné Geneviève, à un Google Sheets où ils peuvent retrouver, en fait, toutes les informations des participants pour les contacter par la suite. Donc, une fois qu'on a fait cette sélection-là, en fait, ça va être de venir créer, en fait, des visuels de campagne puis de rédiger les textes qui vont être mis de l'avant dans la publicité. Donc, un petit peu plus loin, là, je vais vous expliquer un peu les différents formats possibles puis quelques meilleures pratiques là, pour la rédaction des textes et des créatifs. Ensuite, on va choisir un budget. Donc, le budget qu'on a envie de mettre, c'est certain qu'en fonction du volume de personnes qu'on tente de rejoindre, de nos objectifs de nombre de participants, mais ça va avoir une influence sur le budget qu'on va choisir. Ensuite, on va préparer la mise en ligne avec le ciblage adéquat. Donc, c'est ici qu'on va venir, en fait, définir les différents critères qu'on va mettre en place pour rejoindre vraiment les gens qu'on souhaite rejoindre. Donc, ici, l'idée, c'est de reproduire justement les différents critères de recrutement qu'on peut avoir en salle ou en personne. Puis, évidemment, la dernière étape, ça va être d'assurer un suivi rigoureux des personnes inscrites. Parce que, comme Geneviève l'a mentionné, c'est certain que ce genre de tactique-là, en fait, ça a l'avantage, si on veut, de permettre un volume assez élevé de personnes inscrites. Donc, il faut s'assurer d'être en mesure de vraiment assurer un suivi rigoureux de ces personnes-là, de les contacter dans un temps qui est adéquat, question de ne pas les perdre non plus. Donc ici, je voulais mettre en lumière un peu l'exemple du formulaire que nous, on a fait sur Facebook. Puis en fait, les éléments que j'ai envie de faire ressortir, c'est une fois que les gens, en fait, la première image que vous voyez, c'est une fois que les gens ouvrent le formulaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris le temps de mettre un descriptif des différents critères d'admissibilité pour l'étude. Puis en fait, ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient agir un petit peu à titre de filtre, de première barrière pour s'assurer que les gens qui s'inscrivent répondent le plus possible aux critères d'admissibilité de l'étude. C'est certain que ce n'est pas parfait comme filtre. Il va toujours y avoir des gens qui vont s'inscrire qui ne répondent pas à ces critères-là, mais déjà de les énoncer clairement, ça permet au moins de laisser savoir aux gens les critères auxquels ils doivent répondre pour être éligibles. Je dirais que les avantages de ce type de formulaire-là versus de renvoyer quelqu'un directement vers un site web, c'est que certainement, on a un taux de réponse qui est plus élevé parce que comme toute l'action se déroule dans Facebook, en fait, les gens n'ont pas besoin de sortir de l'application. Donc, souvent, on va observer en fait un taux de réponse qui est plus élevé justement parce que le processus est plus simple. C'est également un format plus engageant justement parce qu'il ne nécessite pas de sortir de la plateforme. Puis, c'est un format qui va réduire le nombre d'intermédiaires. Donc, en sorte que ici, les candidats possibles vont soumettre le formulaire, puis ensuite, l'information est directement transférée à un Google Sheets. Donc, on réduit le nombre de points de contact ou de points de chute de données, là, si on peut dire ça comme ça. Évidemment, au niveau des désavantages, il y en a quand même quelques-uns. Donc, c'est certain que c'est un format qui est peut-être un petit peu plus complexe à mettre en ligne. Peut-être que ça nécessite une expertise média qui est un petit peu plus avancée que faire, par exemple, une publication traditionnelle qui mène vers un site web, parce que là, il faut faire la configuration du formulaire pour s'assurer que le formulaire renvoie les données vers un spreadsheet. Donc, c'est quand même un petit peu plus complexe à mettre en place. Et comme je disais, ça demande un suivi qui est un petit peu plus rigoureux parce qu'il faudra contacter les gens sur la base de quand est-ce qu'ils ont rempli le formulaire. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, il existe quand même une variété de formats créatifs que vous pouvez utiliser pour mettre de l'avant votre publicité. Donc, la plus populaire, en fait, c'est l'image statique. Puis, j'ai envie de dire que c'est probablement celle qui a tendance à générer les meilleurs résultats de par sa simplicité. Mais je voulais quand même vous présenter les autres options. Donc, il y a l'option carrousel également qui permet en fait de mettre une séquence, en fond, plusieurs cartes avec des images différentes qui permettent ensuite de rediriger vers un site web lorsque la personne clique sur une ou l'autre des cartes du carrousel. Il y a même le format vidéo qui est disponible. Donc, vous pouvez avoir une vidéo, puis ensuite avoir quand même un lien qui redirige les gens vers le site web. Mais c'est certain que dans l'optique où vous voulez amener les gens à remplir un formulaire, le vidéo, c'est peut-être pas le format idéal parce que ça requiert déjà une première action d'écouter la vidéo.
Donc, souvent, les gens vont avoir tendance à écouter la vidéo, mais pas nécessairement se rendre sur le site par la suite. Donc, on va avoir un taux d'engagement qui va être plus bas, donc une moins bonne efficacité, si on veut, de cette tactique-là. Puis, finalement, il y a le formulaire qui est l'option que nous, on a choisi de notre côté. Donc, je pense que le point le plus important, c'est vraiment au niveau du ciblage. Donc, c'est là que ça devient super important de bien définir, en fait, les critères qu'on veut mettre en place parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une gestion un petit peu plus efficace de notre budget. Parce que c'est certain que si, par exemple, on n'a absolument aucun critère de ciblage puis qu'on fait juste cibler, par exemple, le Québec en entier, on va avoir énormément de gaspillage de notre investissement média parce qu'on va payer pour rejoindre des gens qui ne correspondent pas nécessairement aux critères qu'on souhaite cibler, donc au type de participants qu'on veut recruter. Donc, je dirais qu'au niveau des ciblages, il en existe différents types, puis j'ai voulu les classer un peu en termes de précision de la donnée, mais également en termes d'exactitude, si on veut, de la donnée qu'on va aller chercher. Donc, c'est sûr que la première couche de ciblage à mettre, ça va être un ciblage au niveau de la géolocalisation. Donc, celui-là, ça va être le ciblage qui va être probablement le plus précis et le plus exact parce que c'est basé vraiment principalement sur les données de géolocalisation de la personne par rapport à si elle navigue sur son téléphone, par exemple, on va savoir exactement où elle est géolocalisée et basé également sur la géolocalisation qu'elle met dans son profil. Donc, en termes de précision, on sait que c'est quand même très précis comme données parce que c'est vraiment basé sur des éléments qui ne peuvent pas être inventés. Ensuite, la deuxième couche de ciblage qu'on a, ça va être un ciblage niveau démographique. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir définir, par exemple, est-ce qu'on cherche à rejoindre des hommes ou des femmes? Est-ce qu'on a une certaine tranche d'âge, qu'on souhaite rejoindre? Est-ce qu'on veut un certain niveau d'éducation? Donc, on peut cibler en fonction des gens qui ont, par exemple, un bac à l'université, qui ont un secondaire 5, qui ont étudié à telle université, qui occupent tel emploi dans telle industrie pour telle compagnie. On peut cibler des gens en fonction de leur statut. Donc, est-ce que c'est des gens qui se disent célibataires, en couple, mariés, divorcés, ainsi de suite? Est-ce que c'est des parents? On peut même aller jusqu'à segmenter des parents d'enfants dans une certaine tranche d'âge. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des parents d'enfants de 0 à 12 mois, des parents d'enfants de 1 à 3 ans, ainsi de suite. Donc, ces critères-là, en fait, ils sont quand même assez précis. Le seul élément où, dans le fond, il peut y avoir une différence, c'est que ce sont des données qui sont déclaratives de la personne. Donc, ça va vraiment être basé sur l'information que la personne met dans son profil. Donc, c'est certain que si la personne a mis dans son profil que c'était une femme de 30 ans, Facebook, lui, prend pour acquis que c'est une femme de 30 ans. Évidemment, il ne va pas faire la vérification derrière d'être certain qu'elle n'a pas menti sur son âge. Donc, dans le sens où la donnée est aussi précise que l'information que les gens choisissent de mettre sur les réseaux sociaux. Mais ça donne quand même une bonne précision au niveau des gens qu'on cherche à rejoindre. Puis, comme on est capable d'aller chercher un volume qui est beaucoup plus intéressant avec le recrutement via les médias sociaux, on va chercher un plus grand volume de participants. Donc, au final, quand on fait le tri de ceux qui répondent réellement aux critères, on a quand même un bon bassin de participants recrutés. Ensuite, on a des ciblages qui sont basé un peu plus sur les comportements que les gens vont avoir. Donc, encore une fois, ici, ce ne sera pas déclaré par la personne, ça va vraiment être en fonction de ce qu'elle fait. Donc, par exemple, on serait capable de cibler quelqu'un qui est un utilisateur de téléphone mobile, parce que si cette personne-là, par exemple, navigue sur Facebook le plus souvent via son mobile, Facebook va l'identifier comme étant quelqu'un qui utilise un téléphone mobile. On peut même aller jusqu'à dire que cette personne utilise un iPhone, puis elle est connectée au réseau Vidéotron, par exemple, si c'est quelque chose qui serait important dans le cadre d'une recherche. Finalement, la dernière couche de ciblage qu'on a, c'est le ciblage par intérêt. Puis en fait, le ciblage par intérêt, c'est un ciblage qui ne devrait jamais nécessairement être utilisé seul, parce que c'est le ciblage qui, ironiquement, permet d'avoir le plus de spécificité possible au niveau des critères qu'on veut cibler, mais aussi le moins de précision parce que ciblage par intérêt, c'est vraiment basé sur ce que les gens vont faire sur Facebook. Donc, par exemple, si vous avez liké plusieurs pages, je sais pas, sur l'alimentation végétarienne, Facebook va vous identifier comme quelqu'un qui est intéressé par l'alimentation végétarienne. Mais ce n'est pas nécessairement un critère qui définit votre personne, comme par exemple votre âge, votre sexe ou votre géolocalisation. Donc, je dirais que le ciblage par intérêt, c'est toujours à utiliser comme une couche supplémentaire au ciblage de base comme la géolocalisation et le ciblage démographique.
Donc, ce qu'il faudrait retenir sur les ciblages, en fait, bien, le premier point qui est super important, c'est qu'on peut en combiner plusieurs. Donc, un peu comme je viens de mentionner, ça va être important de venir combiner, par exemple, un ciblage géographique et démographique à potentiellement un ciblage par intérêt si c'est nécessaire pour augmenter la précision des gens que vous cherchez à rejoindre. Évidemment, il y a certains groupes de personnes qui vont être plus difficiles à rejoindre que d'autres. Donc là, dans notre cas, avec le recrutement qu'on a fait avec Geneviève, on cherchait à rejoindre des futurs parents. C'est certain que cette cible-là est quand même très facile à rejoindre. Donc, on dira qu'une future mère sur les internets est très, très, très présente. Donc, c'est certain que c'était une cible qui était facile à rejoindre, mais c'est quand même à garder en tête parce que, par exemple, ça va être beaucoup plus difficile si on veut, par exemple, cibler quelqu'un qui est atteint d'une maladie spécifique parce que cette personne-là, probablement que dans ses comportements sur les réseaux sociaux, elle ne laisse pas savoir qu'elle est atteinte de cette maladie-là, par exemple. Donc, ça va être plus difficile et le ciblage plus précis ne donnera peut-être pas les mêmes résultats que dans le cas où on a voulu cibler des futurs parents. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Puis, le dernier point qui est à garder en tête, en fait, au niveau des audiences, c'est vraiment le fait, en fait, qu'ils ne sont pas parfaits. Donc, les audiences sur Facebook sont construites à partir de données qui sont soit données directement par la personne, donc dans son profil, ou basées sur ses comportements en ligne. Donc, c'est certain qu'on n'aura jamais le même niveau de précision que quand on est face à face à une personne, si on fait du recrutement en personne, par exemple, où on peut vraiment venir confirmer tous ces points-là avec la personne, qu'elle répond à la tranche d'âge, que c'est une femme, qu'elle est enceinte, par exemple, dans le cas de notre recherche de X nombre de mois. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours ce petit biais-là qu'on va avoir qui va devoir être confirmé. Puis c'est ce qui a été fait une fois que les participants, en fait, étaient contactés après qu'ils aient rempli le formulaire. 2 minutes. Parfait. Donc, le dernier point, en fait, c'est bon, une fois que ces campagnes-là sont lancées, c'est certain qu'on va vouloir aller chercher différents indicateurs de performance pour être capable de mesurer un peu le succès de nos actions. Puis, ces indicateurs de performance, en fait, sont importants également parce qu'ils vont permettre de venir, en tout cas du moins de tenter de reproduire un peu les modalités de recrutement qu'on aurait eu si on avait fait un recrutement en personne ou en salle. Donc, de notre côté, d'un point de vue numérique, ce qu'on va regarder, en fait, c'est les métriques que j'ai énoncées sur cette slide-ci. Donc, premièrement, on va regarder le nombre d'impressions. Donc, le nombre d'impressions, en fait, ça va être le nombre de fois que votre annonce est apparue sur un fil d'actualité Facebook. Donc, si, par exemple, vous voyez 100 000 impressions, ça veut dire que votre annonce est apparue 100 000 fois sur un fil d'actualité Facebook quelconque d'une personne qui correspondait à vos critères de ciblage. Ensuite, on va regarder la portée. Donc, la portée, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont été rejointes. Donc, c'est là qu'il faut faire la distinction entre impression et personne, puisque une personne peut voir une publication plusieurs fois, peut voir la même publication plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Ça vous est probablement déjà arrivé, d'ailleurs, de voir une publicité qui revient sur votre fil d'actualité. Donc, évidemment, plus la fréquence est élevée, plus ça veut dire que vous avez vu plus fréquemment cette publicité-là. En termes de fréquence, c'est certain qu'on va recommander d'avoir quand même un certain niveau de fréquence pour s'assurer que les personnes, en fait, prennent action. Donc, souvent, on va dire qu'une personne doit voir une annonce au moins 2-3 fois avant même de prendre action dessus. Donc, c'est certain que si on a une fréquence, par exemple, de 1, bien, les chances que notre annonce, qu'il y ait un engagement avec notre annonce est plus faible parce que les gens, peut-être qu'ils la verront, mais ne prendront pas action à la première vue de cette annonce-là. Donc, on veut essayer de répéter au moins cette fréquence-là de 3 à 5 fois pour s'assurer vraiment que les gens engagent avec l'annonce. Ensuite, évidemment, on va regarder le coût. Donc, ça, c'est une métrique qui parle d'elle-même. Ça va être vraiment le montant investi pour votre initiative payante. Ensuite, on va regarder soit le coût par clic ou le coût par inscription. Donc, ça, en fait, c'est ce que ça va vous coûter, soit pour que le prix que vous payez à chaque fois qu'une personne clique sur votre annonce et le prix que vous allez payer à chaque fois qu'une personne s'inscrit. Donc, en fait, le coût par inscription aussi, c'est ce à quoi Geneviève faisait référence dans sa présentation. Donc, on a réussi à passer à un coût d'inscription d'environ 150 à presque 5 $ via les réseaux sociaux. Donc, on voit ici qu'en termes d'avantages de bénéfice-coût, c'est vraiment très élevé. Finalement, on va pouvoir regarder le taux de clic, qui est en anglais, on va appeler le CTR, donc le click-through rate. Puis en fait, ce que ça va vous montrer, le taux d'engagement avec votre publicité. Donc, le taux de clic, en fait, va être mesuré, ça va être la proportion des clics que vous obtenez sur le volume d'impression. Donc, évidemment, plus votre taux de clic est élevé,
ça veut dire plus les gens engagent, en fait, avec votre publicité. Dans l'industrie, généralement, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des benchmarks très précis parce que ça varie d'une industrie à l'autre, mais on va avoir tendance à observer un taux de clic qui avoisine entre les 0,8 et 2 en fonction là, de l'industrie. Donc, ça peut être une bonne mesure de succès là, pour voir si votre publicité est engageante. Puis, quelque chose qui peut être fait si vous réalisez que votre taux de clic est plus faible, en fait, ça va être de venir ajuster justement le message qui est mis de l'avant pour qu'il soit peut-être un peu plus parlant, parce que peut-être que ça veut dire que les gens, en fait, ne répondent pas très bien au message que vous mettez de l'avant. Donc là, je voulais revenir très rapidement là, sur les différents facteurs de réussite, un peu pour boucler la boucle. Donc, évidemment, le premier point, ça va être un message adapté. Donc, on l'a mentionné, en fait, en fonction des gens que vous tentez de rejoindre, ça va être important de venir adapter notre message. Donc, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est il y a eu un moment donné où on voulait tenter de recruter davantage de pairs parce que c'était ce qui manquait dans le type de participants. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a changé le visuel. Donc, au lieu d'avoir un visuel d'une famille, on avait un visuel d'un père. Puis, dans notre message, on l'a adapté en interpellant les pères, donc en disant vous allez être bientôt papa. Donc, ici, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'avoir un message qui était très spécifiquement adapté à la cible. Un autre élément aussi qui va être important de mettre de l'avant, ça va être un peu le gain que les gens peuvent avoir en participant. Donc, dans notre cas ici, c'était un iPad. Donc, ça avait été mis de l'avant dans le texte de la publicité, justement, pour inciter les gens à s'inscrire. Évidemment, le ciblage adéquat, ça va être très important, donc de bien cibler pour éviter de gaspiller des dollars médias investis. De bien définir également les critères d'admissibilité, donc que ce soit sur le formulaire ou sur le site web vers lequel on va diriger les gens. On veut s'assurer que les gens qui participent savent très bien s'ils sont éligibles ou non pour tenter de réduire le nombre de participants qui ne sont pas qualifiés. Et le dernier point, bien, comme Geneviève l'a mentionné, c'est vraiment un suivi qui est rigoureux. Donc, évidemment, ce genre d'initiative-là, ça va générer de l'engouement. Donc, il risque d'avoir un volume beaucoup plus fort de candidats potentiels qui rentrent. Donc, ça va être important d'avoir la main-d'œuvre, si je peux dire ça, en arrière de tout ça pour assurer un suivi rapide et efficace des participants pour éviter de les perdre. Donc, voilà. Donc, de mon côté, ça fait le tour. Donc, on va pouvoir passer la POC à Sylvain. Merci beaucoup Laura Dessureau, conseillère en marketing numérique. Alors, vous avez vu, il y a plusieurs outils. Vous ne pouvez pas les maîtriser tous d'un coup, évidemment, mais ça vous fait quand même un survol des choses que vous devez surveiller, n'est-ce pas? Le budget, les visuels, le ciblage. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont mis là. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le Q&A, donc la section Q&R, en fait, là, dépendant si vous êtes en anglais ou en français dans votre Zoom. Et puis, on est en train de les colliger pour la deuxième partie tout à l'heure. Sylvain Auclair, président du comité d'éthique de la recherche de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. À vous la parole. Très bien, merci Serge, merci Geneviève, merci Laura. Est-ce que vous voyez ma première diapo à l'écran? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon? Excellent. Alors, c'est pour moi un privilège d'être présent aujourd'hui, d'être si bien entouré pour cet atelier et j'en profite pour remercier le comité organisateur de m'avoir invité. Pour ma part, j'aborderai les enjeux éthiques que soulève le recrutement par publicité ciblée sur Facebook. Je présenterai les notions de base à considérer pour ce type de recrutement. On m'a demandé de discuter de Facebook, mais les notions qui seront présentées pourront être appliquées ensuite à d'autres médias comme Twitter. Je tiens à préciser que la réflexion éthique que je vais présenter n'est pas celle d'un comité d'éthique en particulier. J'exposerai mon point de vue en tant qu'éthicien impliqué dans des comités d'éthique depuis maintenant 20 ans. Il va de soi que le recrutement est une étape particulièrement cruciale de la recherche. La réussite d'un projet de recherche dépend en grande partie du recrutement. Il faut savoir rejoindre les personnes et savoir aussi les intéresser à la recherche. Lorsqu'on m'a proposé de parler des enjeux éthiques liés au recrutement sur les médias sociaux, j'ai d'abord été réticent. Je venais d'être informé d'une situation de manquement à l'éthique à l'un des comités que je préside. Le recrutement par réseaux sociaux se présentait à moi plutôt comme un problème éthique. Je vous raconte très brièvement la situation vécue. Un jeune chercheur est découragé par les importantes difficultés de recrutement qu'il rencontre. Il décide de sa propre initiative et sans en informer le CAR
de recruter des participants à partir du site Facebook d'un établissement de santé. Il décide d'écrire via son compte Messenger personnel à une personne qui avait écrit un commentaire public sur la page Facebook, en fait la page de l'établissement. Lorsqu'elle est contactée, la personne ne comprend pas pourquoi elle a été jointe directement. Elle suspecte même que le jeune chercheur a eu accès à son dossier médical. Elle devient craintive à un tel point qu'elle interpelle les instances institutionnelles pour partager ses préoccupations. Cette situation constitue un manquement à l'éthique à deux niveaux. Il y a d'abord manquement à l'éthique en raison du fait que la méthode de recrutement n'a pas été approuvée par un CER. Deuxièmement, si le chercheur avait consulté le CER, celui-ci lui aurait indiqué que la méthode de recrutement employée ne respecte pas les principes de l'éthique. Rappelons que toute recherche avec des participants humains doit faire l'objet d'une évaluation par un CER, et ce, avant le début des travaux. C'est ce qu'énonce le PTC, qui est l'énoncé de politique des trois conseils, donc le document de référence au niveau fédéral là, qui regroupe les trois grands organismes subventionnaires. Précisons aussi que l'évaluation du CER doit porter sur les méthodes de recrutement et les documents qui seront utilisés à cette fin, notamment les affiches de recrutement et les courriels qui sont utilisés. On présente souvent l'éthique comme un ensemble de principes ou de normes à appliquer. Il importe de se rappeler que l'éthique est avant tout une réflexion. Et c'est une réflexion qui s'intéresse au bien de l'être humain, considéré dans toutes les dimensions de sa vie. Les valeurs qui guident l'éthique de la recherche avec les êtres humains, en fait, ce sont des valeurs humaines. La valeur centrale est le respect de la dignité humaine. Dans son examen des projets de recherche, le CER mène, au fond, une réflexion avec en tête la dignité humaine des participants impliqués. Ainsi que le formule le PTC, le respect de la dignité humaine en recherche s'exprime par trois grands principes directeurs. Le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être des personnes et la justice. Ces principes sont bien illustrés dans l'image que vous avez sous les yeux et qui est empruntée à Judith Paquette. Avec le principe de justice, c'est le souci de traiter équitablement les personnes qui se manifestent. Lors du recrutement, il faut notamment se demander si des personnes peuvent être exclues de façon arbitraire ou si certaines personnes pourraient être stigmatisées. Respecter les personnes, c'est reconnaître la capacité de jugement et faire en sorte que la personne qui participe à la recherche le fait volontairement avec une compréhension suffisamment complète des objectifs, des risques et des bénéfices potentiels. Un des mécanismes importants pour le respect de l'autonomie est l'obligation de solliciter le consentement libre, éclairé et continu des participants. La préoccupation pour le bien-être implique un effort de diminuer au minimum les risques prévisibles, de même que les inconvénients qui peuvent être associés à la recherche, et aussi, bien sûr, favoriser les bénéfices potentiels. Il importe de considérer les différents aspects de la vie humaine, que ce soit la santé physique, mentale, spirituelle ou encore les conditions matérielles, économiques et sociales. Par exemple, les questions posées aux participants risquent-elles de susciter chez lui des émotions douloureuses? Y a-t-il des risques au regard de la vie privée? Est-ce que des mesures réalistes et suffisantes sont prévues pour atténuer les risques et les inconvénients? L'évaluation des risques pour les participants est une partie importante de la réflexion éthique. De fait, les problèmes surviennent souvent lorsque les risques ont été mal évalués. Il faut reconnaître que l'évaluation des risques n'est toutefois pas un exercice simple. Il est facile de sous-estimer des aspects importants du vécu du participant ou encore d'évaluer la situation de son propre point de vue et pas suffisamment du point de vue de la personne concernée. À cet égard, il faut voir le CER comme une équipe multidisciplinaire bien placée pour accompagner l'équipe de recherche dans l'évaluation des risques et des inconvénients afin de viser le bien-être des participants. Il faut se rappeler qu'un manquement à l'éthique n'est ni avantageux du point de vue de la recherche, c'est la rigueur scientifique du projet qui est compromise, ni avantageux pour la société en général. C'est en effet la confiance du public dans la recherche qui est en jeu. Dans l'exemple que j'ai fourni au début de la présentation, la personne qu'on a tenté de recruter évitera sans doute de participer à d'autres recherches dans le futur. Par expérience, chacun de nous sait bien que le premier contact est important dans les relations interpersonnelles.
Il en va de même en éthique de la recherche. Respecter la personne, c'est respecter le contexte dans lequel celle-ci a consenti à transmettre ses informations personnelles. Par exemple, il ne conviendrait pas qu'un chercheur contacte des patients traités dans un centre de réadaptation à partir de la liste d'attente, sans que ces patients aient préalablement consenti auprès du centre à être contactés dans le cadre d'une recherche. Aussi, la confusion ou le conflit de rôle doit être évité. Respecter la personne, c'est se présenter auprès d'elle avec la bonne carte de visite. Par exemple, il ne conviendrait pas de chercher à recruter une personne ou en s'initiant d'abord comme un ami personnel dans sa page Facebook. Lors du premier contact, le chercheur doit s'identifier en tant que chercheur, ce qui implique d'être identifié en référence à son institution, que ce soit en utilisant une adresse courriel institutionnelle ou en recrutant à partir d'une page Facebook institutionnelle. Bien évidemment, dans l'exemple présenté au début de mon exposé, ces règles n'ont pas été respectées. Qu'en est-il maintenant du recrutement par publicité ciblée sur Facebook? Il faut voir qu'au niveau du contenu, ce type de recrutement est semblable au recrutement traditionnel. On utilise en effet un texte comparable au texte figurant dans les courriels de recrutement ou sur les affiches qu'on est habitué de voir dans les comités d'éthique. Sur la page Facebook, l'annonce publicitaire apparaît au même titre que d'autres publicités. En s'assurant que la publicité ciblée soit associée à un compte Facebook institutionnalisé et non à un compte personnel, on évite la confusion de rôle dont nous avons discuté. Avec ce type de recrutement, on rejoint en quelque sorte directement la personne ciblée là où elle se trouve. Des parallèles peuvent même être établis avec la publicité affichée dans une salle d'attente d'une clinique de suivi de grossesse. À propos du consentement libre, on constate que ce type de recrutement laisse la personne libre de donner suite ou non à l'annonce. Cependant, il est important de s'assurer que le nombre d'apparitions de cette annonce soit raisonnable, de même que la durée de publication. Il me semble que c'est au niveau des critères utilisés pour cibler les personnes que des enjeux éthiques peuvent surtout survenir. Les chercheurs et les CER doivent être vigilants à ce que les personnes ne soient pas ciblées à partir de critères à haut degré de sensibilité, comme par exemple cibler des femmes victimes de violences conjugales ou des personnes avec des symptômes de dépression. À cet égard, une évaluation du risque est particulièrement importante. Il faut savoir, et c'est mon sujet de recherche que je mène actuellement, que les outils d'analyse en intelligence artificielle permettent d'inférer avec un haut taux de précision un certain nombre d'attributs personnels sensibles, et ça à partir d'informations qui paraissent banales lorsqu'elles sont prises séparément. Le chercheur Michael Kosinski de l'Université de Stanford a démontré qu'il est possible d'inférer avec succès les opinions politiques, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses, la consommation d'alcool, par exemple, seulement à partir des j'aime ou des likes publiés sur Facebook par une personne. Ce type de renseignement ne devrait pas être utilisé pour les techniques de recrutement ciblées sur Facebook. Aussi, il faut prendre en considération les risques d'être associé à une recherche par un ami des réseaux sociaux ou d'être stigmatisé. Facebook permet en effet de partager un ami une publication qui pourrait l'intéresser et il permet aussi d'identifier, on dit en anglais taguer, une personne à une publication. Par exemple, si un ami partage une affiche de recrutement sur le cancer, un cancer en particulier, ou si une personne est taguée pour cette annonce, eh bien, la personne visée devient identifiée à la recherche, peut-être contre son gré. Il faut donc garder en tête ces risques. Il serait notamment approprié de désactiver la fonction identification ou la fonction tag. Un autre élément important sur le plan de l'éthique est la façon prévue pour que la personne intéressée par la recherche puisse rejoindre l'équipe de recherche. Par exemple, si on demande de compléter une fiche d'identification personnelle à même Facebook, il y a des risques d'amener la personne à divulguer des informations sur Facebook, dans ce formulaire-là, qu'elle n'a peut-être pas déjà publiées, notamment si la personne a utilisé un pseudonyme pour créer son compte. Force est de constater que plusieurs questions demeurent sur l'utilisation des données collectées par Facebook. Idéalement, pour éviter tout risque d'atteinte à la vie privée, l'annonce de recrutement devrait prévoir un numéro de téléphone ou un courriel permettant de joindre les chercheurs,
ou encore prévoir un lien cliquable qui dirige la personne vers un site sécurisé pour la collecte des données personnelles. Il importe de se rappeler que le formulaire de consentement doit être signé par le participant avant le début de la recherche, c'est-à-dire avant le début de la collecte de données. Et si je peux me permettre un commentaire concernant la collecte et l'entreposage des données, il me semble que les CER sont de plus en plus confrontés, c'est mon expérience, à des demandes d'utilisation de solutions en ligne, d'autant plus que de nouvelles solutions sont constamment proposées. Par exemple, pour la transcription de verbatim, les logiciels Amazon Transcribe ou HappyScribe semblent offrir des solutions efficaces et peu coûteuses pour la recherche et semblent d'ailleurs être utilisés par de grandes institutions. Toutefois, ce type de solution soulève des questionnements au niveau de la sécurité informatique. Et à cet égard, les CER sont souvent bien embêtés lorsque vient le temps d'évaluer les risques associés à ces solutions en ligne et ne peuvent pas toujours compter sur une expertise en sécurité informatique. S'ils ne reçoivent pas une réponse rassurante à ces préoccupations et à ces questions, le CER, qui vise la protection des participants, ne se sent pas justifié d'autoriser l'utilisation de ce type de solution. Il sera opportun, me semble-t-il, d'organiser une journée de réflexion et de partage sur l'utilisation de solutions en ligne pour la collecte et l'entreposage de données en ligne. Il sera important, et je dirais même urgent, de mieux outiller les CER à cet égard. En conclusion, je dirais que le recrutement ciblé sur Facebook présente plusieurs avantages pour les équipes de recherche. Et sur le plan de l'éthique, il ne faut pas voir le recrutement ciblé en ligne comme un problème, mais plutôt comme un défi éthique intéressant. Et c'est un défi qu'il est possible de surmonter si les principes éthiques sont respectés et si l'évaluation des risques dont nous avons discuté est bien effectuée. Il revient d'abord à l'équipe de recherche de présenter au CER, dans les détails, et d'expliquer les méthodes de recrutement prévues, puis aussi expliquer les mesures qui seront prises pour diminuer les risques pour les personnes concernées. C'est le début du travail de collaboration entre l'équipe de recherche et le CER. Voilà donc la réflexion éthique que je souhaitais vous partager. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, Sylvain Auclair, président du comité d'éthique de la recherche de l'Institut de réadaptation à déficience physique de Québec. Merci Laura, merci Geneviève aussi. C'est ce qui termine un peu la première partie. Je vous invite à continuer. Il y a beaucoup de questions qui entrent dans la section questions-réponses, donc n'hésitez pas. On prend une petite pause. Je dirais environ 5-6 minutes, 11h10. On essaie de recommencer à heure pile pour se donner tout le temps possible pour les questions. Donc, on se revoit on repart le tout dans à peu près 5 minutes. Voilà, nous sommes de retour à Like ma recherche, recrutement ciblé avec les médias sociaux. Donc, c'est la deuxième journée de cette semaine sur la conduite responsable en recherche. Et vous avez posé d'ailleurs beaucoup de questions et là, ça va être un défi. Il reste une vingtaine de minutes. Et il y a beaucoup de questions en ligne, donc on va essayer d'y répondre de façon rythmée, si on veut, pour essayer de donner le plus de réponses possibles. La première s'adresse à Geneviève Roch. Donc, bonjour. Est-ce possible de nous parler brièvement, plus précisément, du projet de recherche dont il est question dans la présentation et quels exemples de défis de recrutement de réseaux sociaux ont été spécifiques à cette recherche-là? Geneviève. Oui, en fait, c'était un projet dont le protocole est sur BMC Health Service Research. Donc, c'était une étude sur les services d'éducation prénatale. Puis, les défis, nous, ça a beaucoup été, comme je disais, l'absence de guidelines. Donc, on n'avait pas de guidelines. Il vous parlait d'une chercheure qui était vraiment pas convaincu des médias sociaux et qui partait avec plein de préjugés, en fait. Fait que la première personne à convaincre, ça a été moi-même. Fait que c'est probablement ma première limite, moi-même. Puis c'est ce qui m'a amené à travailler en collaboration avec l'éthique, la communication. Anne parlait de filet de sécurité. Je ne me serais jamais lancée personnellement si je n'avais pas eu des alliés au niveau des comités d'éthique, qu'on n'avait pas eu des comités d'éthique de solutions en tant que tels qui travaillaient avec nous. Puis aussi, l'expert en communication, pour moi, c'est important parce que quand je suis partie avec les articles qui existaient, ben, il y avait encore énormément de questionnements. Puis
Puis maintenant, en fait, c'est un essentiel de diversifier. Puis on a vu le potentiel aussi pour démocratiser le recrutement. Quelque chose qu'on a oublié de mentionner, c'est Facebook a aussi son propre code d'éthique. On l'a découvert hein, pour les comités d'éthique. Quand on propose à Facebook des messages, ils les acceptent pas toutes. Le comité d'éthique a accepté votre message, vous le proposez à Facebook, puis il vous le refuse. Donc, c'est un peu particulier. Donc, cette flexibilisation-là avec les comités d'éthique, c'était un autre défi parce qu'on n'est pas tout seul, on est appuyé là-dedans. Donc, voilà. Merci, merci. J'ai une question de Karine Plourde. Est-ce possible de faire un recrutement pan-canadien ou c'est plus efficace si on cible par province? Laura, peut-être, pourrait répondre à celle-ci. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est tout à fait possible de faire du recrutement pan-canadien. Je dirais que c'est probablement même plus optimal là, en termes de coût, c'est certain, parce que vous n'avez pas à vous déplacer. Donc, encore une fois, quand on choisit en fait les critères sur lesquels on cible, c'est vraiment d'y aller le plus précis possible. Donc, c'est certain que si vous avez une région spécifique à cibler, par exemple en Alberta, ben, au lieu de cibler l'Alberta au complet, je vous recommande clairement de cibler, par exemple, que la ville ou la région que vous souhaitez cibler pour être encore plus précis puis moins diluer votre investissement média. Voilà. Parfait. Merci. J'aime les réponses courtes et claires. C'est excellent. Ça nous permet de poursuivre. Question de François Tardif. Nous voyons souvent des publicités pour participer à des études où les participants ont la chance de gagner un prix. On parlait d'iPad, de cartes cadeaux. Mais à quel point cette pratique est-elle considérée comme éthique? Était-elle acceptée par le comité d'éthique? Donc, question peut-être pour Sylvain, pour Geneviève aussi. Sylvain, peut-être d'abord? Oui, je dirais que c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse directe. En fait, le principe de base en éthique, c'est que la prime à annoncer, le prix ou encore la compensation, même si en fait, c'est souhaitable de compenser, puis du moins pour les dépenses encourues, mais pour les prix, le principe, c'est qu'on ne doit pas faire en sorte que ce qui est annoncé amène la personne à prendre des risques qu'elle n'aurait pas prises qu'elle n'aurait pas pris ces risques-là normalement. Donc, c'est tout un peu l'influence indue et ça doit être jugé un peu au cas par cas en gardant en tête à quel niveau de risque on expose la personne, puis qu'est-ce qu'on lui propose finalement comme prix. Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que finalement on amène la personne à prendre des risques qu'elle n'aurait pas acceptés? Donc, c'est difficile à répondre directement. C'est souvent du cas par cas en gardant en tête cette idée-là générale. Merci. Geneviève, dans votre cas, est-ce qu'il y a eu ces questionnements-là? Tout à fait. Moi, je suis en questionnement continuel. Donc, en tant que tel, nous, c'est l'envergure du recrutement versus la limite de financement qui nous avait d'abord amené à penser. Ce qui est important, c'est de bien donner les probabilités de gagner ce qui est annoncé. Puis, comme j'indiquais, le fait qu'on ait des questionnaires numériques en termes de dédommagement pour le temps investi nous permettait d'avoir une meilleure idée, en fait, une idée très, très exacte du temps investi à compléter le questionnaire. Et donc, dans les pré-tests, même au début, on pensait simplement des tirages d'iPad à chaque questionnaire rendu, donc qui amenait une progression. Un coupon de participation à chaque questionnaire rendu. Puis après, on a même rajouté une compensation individuelle dans les pré-tests parce qu'on se rendait compte que ça demandait quand même beaucoup de temps pour ceux qui se rendaient jusqu'à la fin de l'étude. Puis là, à ce moment-là, la compensation individuelle dans un mode électronique doit être pensée pour que ce soit, si c'est une carte cadeau, bien, il faut que ce soit un fournisseur de services qui est accessible partout et il ne faut pas l'identifier parce que vous ne voulez pas faire de publicité pour le fournisseur de services. C'est aussi, je vous rajoute en fait des éléments à tenir en compte quand vous pensez le dédommagement puis la discussion à avoir avec ça, avec le comité d'éthique. Merci. Poursuit question de Catherine Fontaine-Lavallée. En lien avec le commentaire de Geneviève sur les normes éthiques de Facebook, comment trouver l'équilibre avec les demandes des comités d'éthique et de la recherche et les bonnes pratiques Facebook? Donc, Sylvain, Laura, j'aurais tendance à vous adresser cette question. Oui, je pense que Geneviève il a répondu tout à l'heure. La question, c'est que de fait, il peut même y avoir des situations où ce que le comité d'éthique avait approuvé est refusé par Facebook parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères. Je pense que Geneviève l'a répondu en disant que c'est un beau travail de collaboration. Ça demande de la part des chercheurs, mais aussi de la part des comités d'éthique une flexibilité. Il faut voir l'éthique. J'ai parlé d'une réflexion, mais aussi une discussion. Une collaboration, mais une discussion entre l'équipe de recherche et le comité d'éthique. Donc, il y a beaucoup de flexibilité.
c'est pas juste vrai dans le recrutement, mais c'est vrai dans tout projet de recherche. Des fois, on peut penser que telle question peut être sensible, puis le chercheur n'avait pas vu ça, puis c'est une discussion qui entre, puis tout ça en gardant en tête le bien-être du parti. Laura, du côté de Facebook, est-ce que c'est quand même assez clair, leurs règles éthiques ou les raisons de refuser, en fait, une publication? Oui, bien évidemment, il y a beaucoup de ressources justement sur le site de Facebook lui-même là, qui détaillent vraiment les modalités de chacun de ces critères-là, mais je dirais celui auquel nous, on a été confrontés de notre côté, en fait, c'est l'idée que Facebook va refuser qu'on cible des gens sur une condition particulière qui serait jugée discriminatoire. Donc, dans notre cas, par exemple, le texte de la publicité mentionnait, posait la question, en fait, vous êtes enceinte. Donc, en fait, Facebook nous a refusé ce texte-là parce que, justement, ça peut être jugé comme une notion discriminatoire. Donc, oui, c'est à tenir en compte là, quand on rédige les textes et on considère ce qu'on va mettre de l'avant dans les publications. Merci. Question pour Anne, qui vient de Hugo Massé-Alary. Est-ce que du recrutement pourrait être réalisé à partir d'une page Facebook d'une équipe de recherche? Donc, pas un compte personnel, mais pas non plus une page de l'institution. Oui, tout à fait. À partir du moment où vous respectez, puis vous avez en tête et vous avez bien écouté les principes de base, d'avoir une équipe, d'être bien préparé, de se faire des messages types, là, tout à fait, à moins que ça pose un problème au niveau éthique. Mais pour ce qui est de la vision institutionnelle, là, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Si je peux me permettre de juste compléter la réponse d'Anne, en termes de publicité, par contre, pour pouvoir faire de la publicité, la page doit être une page d'entreprise. Donc, si c'est par exemple un groupe Facebook que vous avez monté ou quoi que ce soit, ce ne sera pas possible de faire de la publicité à partir de ça et ce n'est pas possible de faire non plus de la publicité à partir d'une page personnelle. Donc, c'est vraiment important là, que ce soit à partir d'une page d'entreprise. Donc, la page peut être créée par l'équipe de recherche, par exemple, lui donner le nom de l'équipe de recherche, mais c'est important que ce soit une page d'entreprise. Parfait, c'est bien noté. On poursuit. J'aime ça, ça roule. On a le temps d'en faire beaucoup, c'est le fun. Alors, pouvons-nous avoir accès à des exemples de procédures ou un guide pour bien organiser une campagne de recrutement sur Facebook? Comment pouvons-nous avoir accès à ce savoir? Donc, il y a des expertises, mais est-ce qu'il y a aussi des guides, des gens qui veulent être un peu plus autodidactes? Je ne sais pas, Geneviève, comment vous avez fait au départ pour entrer dans cet univers et faire vos premières armes? Les 3 articles que je vous ai mis en référence, il y a celui qui m'avait convaincu. Moi, mon core business en recherche, c'est Care, Cure and Cost. Donc, j'avais besoin d'être convaincue en termes des comparatifs, des modalités de recrutement et des coûts, AdWords, Facebook et autres. Au niveau des guides, après les 2 autres articles que je vous ai mis, il y en a un, l'article de Gélina, qui vous donne en fait des guides même plus au niveau éthique, donc toutes les questions éthiques que vous risquez de rencontrer. Et je vous dirais, c'est quelqu'un d'Harvard et au nombre de commentaires qu'elle a eus qui étaient difficile à répondre et les réponses qu'elle a données, vous risquez d'être équipé pour répondre à plusieurs réponses. Et pour le guide plus opérationnel, c'est l'article de King qui peut vous donner un beginner's guide. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un article canadien qui nous vient de chercheurs de Toronto et de Colombie-Britannique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait, il y a des scoping reviews après qui ont été faites sur les guides institutionnels et de différentes associations pour le recrutement par médias sociaux. Puis, il n'y en avait pas du Canada qui ont été reportés dans le scoping review. Alors, on voit que c'est un besoin, mais présentement, je pense que c'est à réfléchir vraiment pour bien le penser parce que ça doit être réfléchi en fonction de tous les vecteurs qu'on vous a présentés. Mais ça peut être des outils de base pour partir. Et il y a plein d'équipes de recherche qui l'ont fait, qui continuent de le faire. Je pense aussi dans les publications, ce n'est pas très bien détaillé. Présentement, souvent, on va voir des publications qui nous disent qu'ils ont fait un recrutement entier par Facebook, mais on ne sait pas si c'est du Facebook partage ou du Facebook publicité, ce qui est très différent. Voilà. Merci. Laura, peut-être Rose, quelque chose à ajouter à ces éléments, comment on fait pour faire nos premières armes, en fait? Je pense que la question est assez complexe. Oui. Pas complexe nécessairement, mais nécessiterait probablement plus de temps. Mais je pense que oui, comme Geneviève mentionne, c'est vraiment de voir un peu partir de ce qui a déjà été expérimenté puis bâtir ses propres cas de figure à partir de ça. Parfait. Oui. Excuse-moi, Serge, je me disais Oui. être plusieurs à se poser des questions.
Tu sais, je me rappelle encore de la journée où je sortais, c'est drôle, on était au manoir Montmorency, on sortait d'une retraite, puis je réussis à joindre Judith Paquette au vice-rectorat pour vraiment me challenger au maximum. Puis là, toutes les questions qu'elle me posait, j'avais une réponse. Donc, je m'étais dit, on s'est posé avec les comités d'éthique les bonnes réponses, on s'est challengé au maximum. Puis en com, c'était la même chose. Puis même la sécurité informatique se rajoutait là-dedans. Puis en lien avec ce que Sylvain a présenté, dans King, il donne aussi 2 exemples dont, pour des populations plus vulnérables en tant que telles, dont vivant avec des problèmes de santé mentale, collecte de données internationales très rapide, très rentable, et une autre pour des épouses de paramédics. Donc, vous voyez, ça va aller dans tous les sens. Parfait. On poursuit. Adélaïde Dousseau a 2 questions, donc je vais y aller avec la première. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu éthique potentiel qu'il soit enregistré dans Facebook que ces personnes sont intéressées par la thématique de recherche avant même d'avoir signé un consentement? Donc là, on parle vraiment de la gestion du data, n'est-ce pas, des données de Facebook. Sylvain, peut-être? Oui, il faut se rappeler que, de fait, en éthique de la recherche, le consentement doit précéder toute collecte de données. Il faut voir ici qu'est-ce qu'on va chercher comme données. Si on va juste chercher les données pour qu'on puisse contacter la personne, c'est une chose, mais il faut se rappeler que, de fait, il ne faut pas aller au-delà. Dès qu'on commence à collecter des données sur la personne, ça prend un formulaire de consentement. On n'en a pas beaucoup parlé. On a mis l'accent sur le recrutement, mais le formulaire de consentement, c'est l'étape suivante. Là. Il intervient pour poursuivre dans la recherche. Il y a ce formulaire-là. Puis on n'a pas parlé beaucoup aussi là, mais une fois que la personne, on fait une publicité, donc c'est le principe du recrutement ciblé, la personne intéressée se manifeste, on prend contact, puis là, les critères d'inclusion, d'exclusion de la recherche doivent être vérifiés. Donc, c'est une étape importante. Et si la personne répond à ces critères-là, la recherche peut débuter, puis à ce moment-là, le formulaire de consentement est signé. Mais avant même l'apparition de ce formulaire-là, Facebook recueille des données, recueille des intérêts sur la recherche. C'est un peu ça la question, je pense. Est-ce qu'il y a un enjeu éthique là d'utiliser Facebook, donc une entreprise privée En fait, oui. ouais, je vais donner 2 éléments, puis je vais laisser Laura, parce que Laura a des points d'information aussi là-dessus probablement, mais c'est la distinction entre l'information publique et l'information privée en termes d'éthique ici qui est posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, nous, on utilisait le Google, le spreadsheet, en fait, pour avoir quand des personnes intéressées nous contactent, OK? Mais il y avait d'autres moyens de nous contacter. Ces informations-là sont claviardées. Donc, en tant que telles, ne sont pas visibles. Puis après, on détruit. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les personnes qui nous avaient contactés, juste pour vous donner un exemple, il est impossible de savoir les participants parce qu'au bout du compte, il y en a à peine 30% qui ont participé pour vrai à l'étude. Les autres sont élagués, soit parce qu'ils ne répondent pas ou que quand ils se font expliquer, ils ne sont pas intéressés ou ils ne se rendent pas. Et la page mène à la vraie publicité, au vrai formulaire de consentement éthique. Nous, on avait une étape vraiment de vérification humaine, mais comme Sylvain mentionnait, on peut avoir une vérification informatisée, mais c'est les enjeux ici qu'il faut vraiment bien cerner. Puis pour notre part, on envoyait par courriel les liens qui menaient au questionnaire. Mais c'est toutes des super bonnes questions, puis souvent, c'est notre incompréhension de Facebook et des principes d'information publique et information privée qui nous amènent à avoir des appréhensions qui ne sont pas toujours fondées, mais je vais laisser Laura compléter. Oui, bien, en fait, tout ce que je rajouterais à ça, c'est par exemple, juste la possibilité, quand on utilise par exemple des formulaires sur Facebook, on a la possibilité, en fait, par défaut, il y a intégré au formulaire, dans le fond, un lien vers toute la politique de gestion des données de Facebook. Donc, évidemment, c'est évidemment très recommandé de faire lire ça, autant par peut-être des avis légaux que le comité d'éthique, justement, qui pourront peut-être déceler certains points. Puis, il y a aussi la possibilité de mettre en lien également une politique d'utilisation des données de l'université ou de l'institution. Donc, tout ça, en fait, c'est un peu un espèce de filet de sécurité qui permet au moins c'est pas évidemment pas tout le monde qui va les lire, évidemment en remplissant le formulaire, mais au moins l'information est disponible de manière transparente pour les gens qui veulent la consulter. Donc, je pense que ça peut jouer également d'un point de vue éthique. Voilà. Merci.
Deuxième question d'Adélaïde Dousseau. Pour Sylvain, cette fois, pouvez-vous préciser votre point de vue sur les conditions stigmatisantes? Pensez-vous que Facebook soit trop risqué pour de la recherche sur des conditions stigmatisantes versus des études épidémiologiques sur des conditions moins stigmatisantes? Imaginons une maladie rare, une condition psychiatrique. Oui. En fait, les deux questions sont liées. C'est un peu ce que tu avais vu, Serge, là, en lien avec la première question. C'est que de fait, il y a déjà, la personne publie beaucoup d'informations sur Facebook, ce qu'elle décide de révéler. Et on va cibler la personne à partir des informations qu'elle a divulguées sur Facebook. Donc, oui, puis pour répondre à la question, je dirais que c'est à deux niveaux. D'abord, lors du recrutement, je l'ai mentionné, à partir des données qui sont disponibles, et les outils d'analyse dont on dispose, il est possible d'inférer beaucoup d'informations personnelles sur la personne. Le principe général que je mettrais de l'avant, c'est que la personne ne doit pas être contactée à partir de critères. Bien sûr, on exclut les critères discriminatoires, mais elle doit raisonnablement s'attendre à être contactée sur ces critères-là. Par exemple, si elle annonce fait beaucoup de publications sur le sport, on peut dire que c'est une personne active qui a publié ses enfants, donc on sait que la personne est mère ou père. Mais si on va plus loin et on essaie d'inférer un caractère dépressif ou de type là, on va trop loin. Donc, la personne, ici, c'est le danger d'utiliser des données au-delà de ce que la personne pourrait s'attendre, au-delà du caractère raisonnable de ce qu'elle divulgue. Puis l'autre aspect, ce qui est important, c'est que on peut stigmatiser une personne. En fait, les réseaux sociaux augmentent. Ce n'est pas nouveau. Bien sûr, lors d'un courriel, on peut écrire à tous puis révéler des choses à d'autres personnes au sujet d'une personne. Mais comme l'a dit tantôt Anne, avec les réseaux sociaux, on est dans un lieu de discussion, on est dans un lieu d'interaction. Et donc, ça amplifie. Le danger, c'est qu'on peut plus facilement partager, identifier des gens à des publicités, puis c'est vu par un grand nombre de personnes. Puis à ce niveau-là, il y a des risques de stigmatisation, ainsi que je l'ai présenté, là, importants. Surtout, c'est ce que les comités d'éthique puis les chercheurs doivent garder en tête à partir de recherches qui ont un haut potentiel de sensibilité à partir des critères qui sont utilisés. Donc, toute cette gestion de risque, cette réflexion sur les critères est très importante lorsque vient le temps là, d'évaluer la publicité sur Facebook. Puis, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y a un feature qui est peut-être peu connu là, au niveau des publicités. En fait, quand vous êtes ciblé par une publicité, vous avez la possibilité en haut à droite, là, si je ne me trompe pas, il y a une petite flèche, puis vous pouvez cliquer dessus, puis vous pouvez voir, en fait, vous pouvez cliquer sur, ça va être quelque chose du style pourquoi je vois cette publicité. Mais en fait, quand les gens cliquent là, ça permet de voir, en fait, sous quels critères de ciblage, si je peux dire ça comme ça, vous êtes tombé pour être ciblé par cette publication-là. Donc, je pense que ça vient rajouter dans une certaine mesure un niveau supplémentaire de transparence, si je peux appeler ça de la transparence. Donc, je pense que ça peut être un élément à considérer également. Merci. Il y a une question sur le formulaire Facebook présenté comme stratégie de recrutement dans la présentation de Mme Dessureau. Est-ce que les infos collectées deviennent la propriété de Facebook? Est-ce qu'il y a un enjeu éthique avec l'utilisation de ce type de formulaire? Ce que j'ai compris, c'est que le formulaire était après. En fait, c'est une étape privée sur un site qu'on possède. Est-ce que c'est bien ça? C'est sûr que j'ai une certaine réserve à me prononcer sur des enjeux un peu plus légaux, là, parce que c'est évidemment pas mon champ d'expertise. C'est sûr que dans une certaine mesure, la donnée appartient à Facebook, mais c'est jamais une donnée qui est brute, là, si je pourrais dire, dans le sens où c'est pas la donnée liée spécifiquement à cette personne-là. En fait, cette donnée-là est transformée en données cryptées qui ne permettent pas de la ramener à une personne individuelle. Peut-être que Jean-Philippe peut compléter sur cette question côté point de vue données. Oui, bonjour, je suis du même avis que vous. Je vais avoir du mal à me prononcer car on touche là à la légalité et c'est difficile. Je sais que Facebook, la durée de conservation des données dans Facebook dépend de la catégorie de ces mêmes données. Mais de là à aller plus loin dans l'explication, je préfère m'abstenir. Et est-ce qu'il y a une norme sur la destruction de ces données-là? Est-ce qu'ils doivent s'en débarrasser après un certain temps? Une fois que la recherche est terminée, qu'est-ce qui arrive avec les données?
là, je ne sais pas. Franchement, je vais avouer, je n'ai pas d'idée du tout sur les fonctionnements internes de Facebook à ce niveau-là. D'accord. Au niveau de la... Excuse. Vas-y, Geneviève. Je disais, au niveau de la recherche, dans le fond, le questionnaire est désactivé à la fin de la campagne. OK? Donc, il ne peut plus être utilisé. Donc, c'est une différence aussi avec le partage. Mettons que vous auriez recruté par partage, ça serait resté, vous n'auriez pas eu de contrôle. Puis, comme j'indiquais, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la personne qui décide de donner ses coordonnées, mais elle a toujours d'autres options pour manifester son intérêt à participer. C'est ce qui est très important de mettre, d'autres options, que ce soit le courriel ou le téléphone, hein, une bonne vieille technologie, le téléphone. Puis, retenir que sur le nombre de personnes, moi je donne l'exemple, on a eu 30% qui finalement sont des... Donc, il y en a 70% qui... Donc, il est impossible de retracer les participants à proprement parler via ça. C'est la même chose que quand vous acceptez de passer votre carte à l'épicerie, ils vont savoir tout ce que vous mangez. Donc, c'est la même logique, mais ici, mieux contrôlé. Anne, vous ajoutez? Oui, bien en fait, c'est que c'est pas l'idéal parce qu'on a des clics de plus et on peut perdre des participants, mais il y a aussi des formulaires institutionnels dans le cas de l'Université Laval qui existent, qui sont sécuritaires, qui sont travaillés justement avec les équipes de la DTI. Donc, il y a différentes options que Facebook. Il y a les sites web, il y a les formulaires d'Exero qu'on a. Donc, regardez ça avec vos équipes TI puis vos équipes de com là, pour regarder autre chose que Facebook s'il y a un malaise à ce niveau-là. Parfait. Merci. Dernière question qui est assez courte. On va y répondre rapidement. Est-ce possible de solliciter un regroupement ou une association afin de s'afficher et de recruter via leur page? Qui veut répondre à celle-là? Je peux répondre d'un point de vue publicitaire. Là, je laisserai peut-être quelqu'un d'autre répondre du côté plus institutionnel, mais d'un point de vue publicitaire, on ne peut pas afficher des publicités dans des groupes Facebook. Donc, si c'est ce à quoi la personne fait référence, il n'est pas possible de faire de la publicité directement dans un groupe. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Après, d'un point de vue de solliciter des groupes pour qu'eux fassent la publicité en leur nom, c'est une autre question. Puis je laisserai peut-être le côté plus institutionnel prendre le relais là, sur la réponse. Encore une fois, c'est de s'assurer que le public qui va voir la publicité puisse rattacher tous les fils qui ramènent à l'origine de la recherche. Donc, oui, c'est possible. Par contre, si vous avez une association qui veut prendre position, je dis n'importe quoi, la coalition contre l'obésité morbide, qui veut promouvoir votre recherche, libre à elle, mais ne sous-estimez pas que les gens vont probablement peut-être chercher à voir qui est à l'origine de cette recherche-là. Et c'est là où il faut toujours avoir une préoccupation institutionnelle. Ben voilà, merci infiniment. Vous avez toutes sortes d'informations, toutes sortes d'expertises, toutes sortes d'expériences que vous avez entendues durant ces 2 heures. Merci d'avoir été présent avec nous. Je remercie nos invités Geneviève Roch, Laura Dessureau, Sylvain Auclair, Anne Cormier, Rose Audette, Carl Bélanger, Jean-Philippe Luigi. La semaine se poursuit, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas terminé. Demain, 2 activités. Les gardiens de l'intégrité à l'ère connecté avec Marie-Pierre Elie, journaliste scientifique, et Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. C'est de 9h à 10h. C'était sur préinscription. Et à 15h, je vous retrouve pour parler de désinformation. Est-ce que la désinformation est la kryptonite de la science? Hein? On se souvient de la kryptonite qui affaiblissait Superman. Donc, est-ce que la désinformation, c'est le talon d'Achille, si on veut? Donc, nous serons avec Ève Dubé, Olivier Bernard, alias le pharmacien, Yannick Dufresne et Gaston Desserre. Tous les webinaires seront en ligne au cours des prochaines semaines. On n'a pas de date précise, mais ce sera là sur le site de la semaine sur la conduite responsable en recherche, sous le thème « La science dont vous êtes le héros ». Mon nom est Serge Bonin. C'était un plaisir. Merci à tous et à très bientôt.